Elisabeth de Fontenay. Jean-Pierre Kamieniak, bonjour. Bonjour. Vous avez fait paraître un article intitulé « Freud et les chiens » dans la revue Le Coq-Héron, un numéro à paraître de la revue Le Coq-Héron. Coq-Héron, ça n'est pas du tout une revue animalière, comme son nom semble le suggérer, c'est une revue de psychanalyse. Vous avez fait paraître Freud, un enfant de l'humour, en 2001, et en 2003, Mythes et fantasmes, chez Delachaux et Niestlé, ce qui vous rapproche beaucoup de nous, puisque c'est une grande maison d'édition naturaliste. Et vous avez été maître de conférence en psychologie clinique à l'université de Rouen. D'où vient l'intérêt du psychanalyste que vous êtes pour cette question des chiens chez Freud ? Eh bien, écoutez, c'est au cours de mes lectures vagabondes, je suis tombé régulièrement sur des petites notes dans les correspondances privées de Freud ou bien de ses analysants et qui m'ont donné envie d'aller y voir de plus près. Voilà. Et donc, étonné de ce que ce spécialiste de l'âme humaine puisse s'intéresser aux chiens. Jean-Pierre Kamieniak, si je vous demande, pardonnez-moi l'outrance de cette question, si je vous demande de résumer d'une phrase ou de quelques phrases l'apport de Freud au savoir, qu'est-ce que vous diriez ? Eh bien, je dirais que grâce à Freud, nous savons comment fonctionne l'être humain, si je puis dire, parce qu'il est le premier à nous avoir offert une conception globale du fonctionnement humain et du fonctionnement psychique, en particulier celui qui fait que ses actions ont toujours du sens. Voilà, précisément. Et donc, il a découvert, on pourrait dire, des terrains inconnus, en particulier cet inconscient dont on parle tout le temps, et qui plus est autre chose d'extrêmement important, c'est la nature, on pourrait dire, de la sexualité humaine. Et cette sexualité humaine, justement, était méconnue dans ses fondements. En particulier, cette sexualité infantile. C'est lui qui a découvert tout cela, ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle tous en termes freudiens sans même le savoir. Nous ne pouvons plus parler de nous-mêmes ou d'autrui sans user, sans le savoir, des notions freudiennes. Est-ce que les animaux ont un inconscient ? Alors là, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion effectivement d'en avoir sur le divan, même si lui, Freud, a eu ses chiens sur son propre divan. Les animaux dans l'œuvre de Freud, est-ce que c'est très important ? Dans l'œuvre et dans la vie, effectivement, c'est important, parce qu'effectivement, on constate là encore que l'animal est extrêmement présent dans son œuvre de réflexion, dans son œuvre théorique, puisque ce qu'il montre, c'est que, au bout du compte, finalement, l'homme est extrêmement proche de l'animal et que l'animal a une fonction, ou plusieurs mêmes fonctions, auprès de l'être humain au cours de son développement. Il suffit de penser aux enfants et à la place des animaux dans la vie des enfants, par exemple. Et par ailleurs, effectivement, à côté de l'œuvre, eh bien, il y a l'homme Freud, qui, lui, est en compagnie tardive avec les animaux. Freud était darwinien. Freud était darwinien, c'était un grand connaisseur de Darwin, il a usé de ses travaux, il s'est effectivement intéressé aux observations, parce que Darwin s'intéressait tout autant aux observations des enfants, en particulier des siens, que des animaux. Et donc il y a des tas de notations chez Darwin que Freud va reprendre, notamment concernant l'excitation ou même encore à propos du rire, par exemple. Freud va user de ce que dit Darwin pour parler du rire. Est-ce qu'il considérait qu'il y avait une continuité entre les hommes et les animaux ? Oui, d'une certaine manière, une continuité, sans que pour autant on puisse la soutenir intégralement. C'est-à-dire qu'il y a des démarcations, justement des démarcations qui font que finalement l'homme, pour Freud, apparaît davantage comme un animal dénaturé, si je puis dire. Il avait dit que la découverte de Darwin était une grande blessure narcissique pour l'humanité. Il avait du reste ajouté que sa théorie de l'inconscient était une troisième blessure narcissique. C'est ça, oui. Effectivement, 3 blessures, celle de Copernic qui fait succéder l'héliocentrisme, le géocentrisme, c'est-à-dire que l'homme n'est plus au centre du monde. Puis Darwin qui fait qu'effectivement l'homme fait partie des espèces animales comme celle la plus évoluée. Et enfin lui qui montre que, pour reprendre sa formule, l'homme n'est plus maître dans sa propre maison. Autrement dit, il existe des forces qui nous échappent et qui nous gouvernent et qui nous dirigent dans nos actions. Alors parlons maintenant des chiens
dans la vie de Freud. Oui. Il a commencé à avoir des chiens tardivement, à l'âge de 70 ans. Et il a aussitôt ressenti, je cite ce que vous citez, un sentiment de parenté intime et d'affinité avec ses chiens. Je lis un passage que vous citez, Jean-Pierre Kamieniak, sur sa chienne Chocho, Yofi. Une sœur de ma lune perdue, c'était une autre Chocho, est arrivée depuis quelques semaines. C'est une adorable créature, extraordinairement intéressante, aussi en tant que bonne femme. Joueuse, impulsive, câline, intelligente, et pourtant moins dépendante que ne le sont les autres chiens. On ne peut s'empêcher de respecter de telles âmes. Qu'est-ce que vous pensez de cette dernière phrase ? Effectivement, elle répondrait à la question que vous aviez posée au début, d'une certaine manière. Toujours est-il qu'effectivement, Freud a noué un lien très particulier, en particulier avec cette Yofi, et d'une richesse exemplaire. C'est-à-dire un lien où précisément la communication était présente, la compréhension, la communication était extrêmement présente, quoi. Alors, ce qui est très étonnant, effectivement, dans cette phrase, c'est qu'il la considère comme une petite bonne femme, en quelque sorte, quoi. De quoi, effectivement, choquer Martha, son épouse. Martha était très, très malheureuse de toutes ces chiennes. Très, très malheureuse de toutes ces chiennes, en effet. Et ce qu'on en peut constater, effectivement, dans l'histoire, c'est que Martha, régulièrement, se trouvait malade du fait de la survenue des chiens. Par exemple, lorsque Yofi est arrivée, Martha a déclenché très vite un eczéma. Vous voyez, on rencontre plusieurs fois cette affaire en lien directement avec les chiens et l'affection que Sigmund Freud, lui, leur portait. Elle réagissait, on pourrait dire, d'une manière somatique, en quelque sorte, comme d'ailleurs un des chiens y réagira. Je reste tout à fait émue et admirative de cette phrase. On ne peut pas s'empêcher de respecter de telles âmes, parce que c'est tellement antique-ancien. Vraiment, ça mérite d'être mis au compte de Freud, défenseur des bêtes, je ne sais pas, mais d'un Freud capable de comprendre qu'un animal a une âme. Oui, ça reste en même temps un peu énigmatique, justement, qu'est-ce qu'il pouvait mettre là-dessous. Mais je crois qu'il percevait un ensemble de choses dans les conduites, on peut dire animales, qui lui donnaient à penser que précisément ça pouvait même être de belles âmes, si je puis dire. Précisez un petit peu quels sont les différents chiens qu'a eu Freud. Eh bien, Freud a d'abord eu, si je puis dire, le Wolf, ce berger allemand qu'en fait il a offert à sa fille, mais qu'il s'est accaparé très rapidement. Et c'est à partir de là qu'il a témoigné d'un intérêt de plus en plus marqué pour les animaux. Ce qui fait d'ailleurs que sa fille, Anna, qui était la maîtresse de Wolf, lui a offert ou s'est débrouillé pour qu'on lui offre effectivement un chocho. Donc on lui a offert ce chocho, Yunyu, avec laquelle effectivement Freud a vécu des moments extraordinaires et qui malheureusement a été écrasé, ce qui l'a rendu fort triste. Et lui a succédé justement cette fameuse Yofi, une chienne extraordinaire, Chocho elle aussi, avec laquelle il y vivra 7 ans, puisqu'elle mourra en 1937. Et là, un lien extraordinaire avec elle. De complicité, de soutien, qui lui permettait d'ailleurs à Yofi de participer au travail analytique. Yofi, justement, était présente au cours des séances et c'est elle qui marquait la fin des séances en aboyant et en se dirigeant vers la porte, par exemple. En raccompagnant le patient. En raccompagnant le patient, absolument. Et alors, après Yofi ? Après Yofi, donc, il y a une nouvelle lune, mais il faudra attendre 9 mois que Freud fasse son deuil de Yofi pour qu'il accepte cette lune. Cette nouvelle lune, si je puis dire, qui arrive là. Et avec laquelle, d'ailleurs, il partira, bien évidemment, en exil à Londres et dont il sera séparé pendant 6 mois pour des raisons hygiéniques. La quarantaine. La quarantaine. Et donc, Freud, plus de 80 ans, qui allait voir au Chenil, rendre des visites à Lune. Et il y a des séquences extraordinaires qui sont rapportées par le directeur du Chenil, d'un enthousiasme fou entre Freud et cette lune, quoi, où il passait des heures avec elle, lui parlait, la caressait, jouait, etc., etc. Et c'était vraiment un moment extraordinaire pour lui.
Et puis, en attendant, sa fille avait pensé qu'effectivement, il pouvait peut-être accepter un autre chien. Et il a eu un Pékinois, mais ça n'a pas duré, puisque ce Pékinois ne s'intéressait en fait qu'à la cuisine de la maîtresse de maison. Freud a été extrêmement marqué par la mort de son petit-fils, qui s'appelait Heinle, qui est mort à 4 ans et demi. C'était le petit garçon de sa fille Sophie, qui elle-même était morte à 24 ans de la grippe espagnole. Et depuis, Freud dit qu'il n'a plus goût à la vie et qu'il ne chérit plus ses petits-enfants. Il écrit « Parmi mes 7 petits-enfants, il y a quelques spécimens très charmants, mais je n'arrive pas à oublier celui perdu de 1923. » Et il ajoute « Nos 2 chiens, le fidèle Wolf et la douce chinoise Lune, représentent l'accroissement le plus récent de la famille. » C'est très transgressif. Toujours est-il qu'il inscrit effectivement ses chiens dans la filiation. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, quand Yofi sera grosse, effectivement, elle portait 2 chiots et il avait dit, s'il n'en reste qu'un, au cas où l'un d'eux disparaîtrait, ce sera un Freud. Donc vous voyez, je veux dire, c'était extrêmement important. Il y avait quelque chose comme ça là. Le deuil joue un rôle très important dans tout cela. La mort de Sophie, la mort de Heinle, le petit-fils, la mort de Lune, la mort de Yofi. Et je dirais même, à moins que vous me repreniez sur ce point, et même le deuil de soi-même, quand à la fin de sa vie, la seconde Lune s'écarte de lui parce qu'une mauvaise odeur se dégage de son cancer de la mâchoire. Oui. Et il est d'autant plus épouvanté qu'il avait écrit de Yofi, la précédente, « J'aurais voulu que vous puissiez voir quelle sympathie Yofi montre envers mes souffrances, exactement comme si elle comprenait tout. » Oui. Il avait souffert d'un cancer de la mâchoire pendant combien d'années ? Plus d'une dizaine d'années, ça a démarré en 23. Donc, est-ce que ce rapport au chien n'est pas quelque chose qui est lié à une expérience du deuil et donc de la substitution ? Oui, je crois que vous avez tout à fait raison là-dessus. Effectivement, on ne peut pas oublier la perte de ses êtres chers, en particulier Sophie, qui était, j'allais dire, sa fille préférée d'une certaine manière, comme Heinle était son petit-fils préféré. Et donc, ce sont d'ailleurs 2 deuils auxquels Freud ne s'est jamais complètement remis, comme vous l'évoquiez à juste titre. C'est vraiment quelque chose dont il a énormément souffert, incapable en grande partie de réinvestir ses petits-enfants, comme vous l'aviez souligné. Et voilà, il se trouve que cette spontanéité, cette générosité, cette joie, peut-être aussi infantile de Lune et de Yofi, le fait un peu oublier tout ça. Il y a quelque chose tout de même qui fait mal dans ce que vous citez. C'est le pessimisme profond de Freud. Au plus profond de moi-même, je suis persuadé que mes chers semblables sont, à quelques exceptions près, de la racaille. Est-ce que ça n'accrédite pas l'idée que les gens aiment les chiens ou les chats parce qu'ils détestent les hommes ? Parce qu'on nous dit très souvent ça. Oui, Bon. alors effectivement, ça accréditerait ça. Ce qu'on peut dire, c'est que Freud découvre avec l'animal, c'est son authenticité, sa sincérité d'une certaine manière. Et c'est ça qui l'a frappé en regard justement de la duplicité de l'âme humaine et de l'être humain et de son ambivalence. Parce que justement, il pense que l'animal et le chien en particulier, donc n'est pas ambivalent. Il y a quelque chose de tout à fait fou dans ce que vous dites, que dit Freud, à savoir la mise sur le même plan de l'attachement du maître à son chien et de l'attachement de la mère à son garçon, à son fils. Oui, c'est assez fantastique parce que justement Freud reconnaît cette fameuse ambivalence qui est dans le cœur de l'homme. Il en parle plusieurs fois dans sa vie, et notamment en 1929 à l'occasion du malaise dans la civilisation, où il les rappelle qu'effectivement la seule relation dans laquelle cette ambivalence n'existe pas, c'est celle de la mère avec son fils, avec son jeune fils. Jean-Pierre Camiennac, je vous remercie. Je rappelle que votre article sur Freud et les chiens va paraître dans un numéro de la revue Le Coq Héron. Je vous remercie.